Bonsoir à tous, bienvenue sur Conversation, plateforme d'échange et de partage de savoir autour des sujets qui forgent la société dans laquelle nous vivons. Je suis Michel Ambouroué. Comment vous allez ce soir? Nous allons avoir une conversation de taille. Mais avant, j'aimerais m'assurer que vous êtes bel et bien là. Donc faites-moi signe, dites-moi d'où vous nous suivez. Bien sûr, faites les gestes qui comptent. Partagez, identifiez vos amis, partagez sur les groupes. Le sujet de ce soir est un sujet, comme les autres sujets, important et je crois que nous allons être particulièrement édifiés. Donc, d'où est-ce que vous nous suivez? Je vois déjà quelques personnes qui sont connectées. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'attends que vous partagiez au plus grand nombre. Dans quelques secondes, nous allons recevoir notre invité. OK. Bonsoir de Martinique, Sophie. Bonsoir. Révérende Sylvie, bonsoir depuis le Gabon. Bonsoir depuis la pédiatrie d'Ovendo. Bonsoir depuis la France, bonsoir Perle. OK, donc on continue à partager encore quelques minutes et nous allons commencer. Je veux être sûr que personne ne se met en marge, que personne ne manque l'opportunité d'entendre la conversation que nous allons avoir ce soir. Voilà. Donc, continuons à partager, à identifier nos amis, à taguer le plus grand nombre et sous peu, nous allons commencer. Le sujet de ce soir me tient particulièrement à cœur. Beaucoup de choses autour de nous constituent comme des freins à notre avancée, mais comment est-ce qu'on vit lorsqu'on a le sentiment que ces limites et ces restrictions ne sont pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous ou dans notre corps. Nous allons avoir comme conversation, comme sujet du jour, vivre avec ces handicaps. Sans plus tarder, aidez-moi à accueillir avec un tambour de like et de partage notre invité du jour, Georgette Aka. Bonsoir Georgette. Allô, bonsoir. Comment Bonsoir, vous allez? révérend. Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Encore une fois, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est une véritable joie que de vous recevoir sur la plateforme Conversation. D'accord, le plaisir est partagé. Et merci encore pour l'intérêt que vous portez à mon combat. Et merci encore pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à ce live. Merci beaucoup. Donc, nous avons mis votre biographie sur nos réseaux sociaux, mais tous ceux qui ne vous connaissent peut-être pas aimeraient savoir qui vous êtes. Donc, avec vos propres mots, qui est Georgette Aka? D'accord. Donc, Georgette Aka est ivoirienne. Je viens de la Côte d'Ivoire et je suis une jeune maman. J'ai 26 ans. Je suis blogueuse pour les personnes en situation de handicap et je suis aussi handicapée depuis l'âge de 3 ans. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche le droit humain, raison pour laquelle j'ai décidé de créer le blog Mon plus grand atout. C'est un blog sur lequel je parle de mon histoire, je partage mon quotidien en tant qu'une personne en situation de handicap et comment je fais fi des regards des autres, des moqueries, des critiques déplacées. Et je fais aussi la promotion des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Donc, D'accord, et je suis titulaire aussi d'une licence en marketing. super. D'accord. Pouvez-vous nous définir ce que c'est un handicap ou, comme vous l'avez dit, être en situation d'handicap? D'accord. Donc, déjà, il faudrait savoir que être
handicapé, c'est avoir une incapacité physique à pouvoir vivre et agir dans son environnement en des raisons de déficience, que ce soit mentale, sensorielle. Maintenant, on peut dire que pour la plupart des personnes, être en situation de handicap, c'est avoir une incapacité durable ou partielle. Exemple, une femme enceinte, elle est en situation de handicap parce qu'il existe certaines actions qu'elle ne peut pas faire. Alors que si cette femme enceinte, par exemple, venait d'accoucher, je suppose qu'elle sera libérée et elle pourra exercer ou faire ses actions. Alors que pour une personne qui est handicapée, qui a une incapacité durable, elle ne peut pas faire, si on peut dire en permanence, ces activités-là. Donc pour moi, c'est comme ça que je définis une personne en situation de handicap et une personne handicapée. D'accord. Est-ce qu'il existe un type de classification pour les différents handicaps? Est-ce qu'il y a une liste d'handicaps ou différents types d'handicaps? En dehors de ce que vous venez de citer, qui est Donc, donc, handicap partiel ou durable. Oui. donc, comme j'ai eu à le dire dans la définition du handicap, on parle de handicap intellectuel, handicap sensoriel D'accord. et handicap physique. Donc, ce qui regroupe le handicap physique, nous avons les handicaps moteurs. Par exemple, ceux qui sont en chaise roulante, ceux qui ont des malformations aux pieds. Concernant le handicap mental, on peut parler du côté psychique. On peut parler du côté psychique. Concernant le handicap intellectuel, on parle plus souvent des personnes qui ont des troubles mentaux, ou par exemple les autistes ou les enfants qui sont atteints de trisomie. Concernant le handicap sensoriel, on peut parler de visuel, d'audition et voilà, de bégaiement, ceux qui souffrent de bégaiement, les malentendants, les sourds, les muets, les sous-muets. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on peut regrouper le handicap. Donc, si je récapitule, on peut parler de handicap physique, handicap mental, handicap intellectuel et handicap sensoriel. D'accord. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'un handicap est plus grave qu'un autre? Déjà, il faudrait savoir que le handicap, ce n'est pas une maladie. D'accord. Mais il faut comprendre qu'il existe des handicaps lourds et aussi il faut savoir que tout dépend de la capacité de la personne à pouvoir surmonter son handicap. D'accord. Donc, je vais vous donner par exemple le nom d'un scientifique britannique. Si je me rappelle bien, il s'appelle Stephen Hawking, qui était un très grand scientifique qui souffrait d'un handicap très lourd. Mais ça ne l'a pas empêché d'exercer son métier de scientifique. Et lui-même, avec son handicap, il trouvait même des solutions pour pouvoir vivre et surmonter son handicap. Donc, par exemple, on peut dire que c'est un exemple de handicap lourd. Mais le handicap n'est pas vraiment une maladie pour dire qu'on va classifier le handicap. D'accord. Bon, je vous pose plusieurs questions avant de rentrer dans tout ce que je veux, tout ce dont je veux parler avec vous ce soir. La première, ou du moins la question suivante, c'est est-ce que lorsqu'on parle d'un handicap de naissance, est-ce que le fait que ce soit un handicap de naissance indique que c'est beaucoup plus facile de vivre avec au fil des années? Oui. Ok. Lorsqu'on parle d'un handicap de naissance, est-ce que c'est plus facile à vivre qu'un handicap qu'on a eu par un accident ou autre? Quelqu'un qui est handicapé de naissance, est-ce que c'est plus facile pour la personne au fil des années de s'adapter à cet handicap plutôt que quelqu'un qui a un handicap à cause d'un accident au cours de sa vie? Déjà, pour faire ce handicap, il faut d'abord accepter la situation. Il faut d'abord accepter le handicap. Et je me dis qu'il n'existe pas de période ou d'étape pour qualifier une vie avec un handicap moins facile ou une vie avec un handicap plus difficile. Tout est une question de perception. Comment la personne qui est en situation de handicap perçoit sa situation, comment cette personne perçoit le regard ou les critiques de son entourage. D'accord. Je pense que c'est ce qui est idéal. Donc, il arrive des personnes qui naissent avec des handicaps, qui arrivent à surmonter ce handicap facilement. Comme il arrive des personnes
qui peuvent naître avec des handicaps, mais arriver à une étape de leur vie, elles n'arrivent plus à supporter les critiques ou le regard des autres. D'accord. Donc, il n'y a pas une étape fixe pour pouvoir Déterminer si c'est facile ou pas facile. surmonter Bon, si c'est facile ou pas. dans le contexte des handicaps que vous avez cités, vous avez parlé de Oui, certains handicaps qui, de mon point de vue, sont invisibles. Ça veut dire qu'ils ne se voient pas à d'accord. l'œil nu, mais la personne qui, si je peux utiliser en souffre, entre guillemets, la personne qui en souffre le ressent bien. Donc, comment est-ce que les personnes avec handicap, du moins handicapées de manière invisible, peuvent faire face à cet handicap? Quelle est la bonne attitude à avoir face à un handicap invisible? Plus spécifié. Mais comme la réponse que moi je veux donner, j'aimerais généraliser. Pour D'accord? tout type de handicap, la meilleure manière de vivre, c'est la résilience. Parce que rien n'est facile. Aucun handicap n'est facile à vivre. Surtout lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous méprisent, qui vous dévisagent, qui vous chosifient. C'est vraiment difficile. Donc, ce D'accord. que moi, je peux donner comme conseil, c'est la résilience. Il faut juste encaisser et se dire, voilà, c'est une étape de la vie. C'est une situation à laquelle je vais faire face toute ma vie. Je décide d'accepter, je décide de vivre avec. Euh, la bonne attitude, la bonne attitude, c'est ça, c'est la résilience. Il ne suffit juste pas de se morfondre sur son sort ou de dire voilà, peut-être que moi j'ai été en griffe, si je peux dire ça comme ça, maudit, ou voilà, le Seigneur n'a pas eu pitié de moi, raison pour laquelle je suis handicapée. Non, les critiques, on fait face à ces critiques chaque jour au quotidien et je pense que on va les rencontrer tout au long de notre vie. Donc la meilleure manière pour moi, c'est la résilience. Et c'est ce que je dis tout le temps. À chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, c'est la résilience que je choisis comme expression pour moi. D'accord. Bon, vous avez parlé tout à l'heure, lorsque vous vous êtes présenté, vous avez indiqué que vous-même vous êtes handicapé depuis l'âge de 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vie et de votre combat ou de comment vous avez réussi, même si là j'ai compris que vous avez parlé de résilience, mais comment est-ce que vous avez réussi à faire face à cet handicap? J'adore trop cette étape-là parce que j'aime parler de mon histoire, j'aime sensibiliser les autres avec mon histoire. Voilà. Donc, moi, je suis handicapée depuis l'âge de 3 ans. J'ai été handicapée par accident et erreur médicale. Accident parce que je suis tombée d'une balançoire qui m'a créé une fracture au pied droit. Et lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins ont fait un faux diagnostic. Je devais subir une opération chirurgicale sur le champ, mais ils ont mis un plâtre et le plâtre, je l'ai porté pendant 6 mois. Donc, au fur et à mesure que je portais le plâtre, mon pied a pris, ma jambe a pris la forme de la fracture, ce qui a créé une malformation au niveau de mon pied. Du coup, je ne marchais plus, j'étais couchée et bon, on a tout essayé. Malheureusement, ma colonne vertébrale a pris un coup. Du coup, elle a été mal formée aussi. Mon bassin ou ma hanche a pris un coup aussi. Du coup, ça a déséquilibré ma démarche. Donc, je suis déséquilibrée. Je me suis retrouvée avec une malformation au pied, avec une colonne vertébrale mal formée et un bassin aussi mal formé. Donc après, vous connaissez nos traditions. On a essayé d'aller chercher un peu partout et tout. Et bon, malheureusement, je devais rester handicapée toute ma vie. Et après, lorsque j'ai perdu mes parents à l'âge de 7 ans, j'ai été recueillie par mon oncle et sa femme. Ce sont eux qui se sont occupés de moi et tout. Donc, ils ont essayé de faire des démarches pour voir si je ne pouvais pas retrouver l'usage de mes pieds. Et le médecin a dit non, que c'était plus possible parce que mon âge était déjà avancé et tout, et que mes os étaient déjà formés. Du coup, voilà, tout ce qu'on pouvait me préconiser comme solution, c'était de porter des chaussures orthopédiques et des chaussures que je devais porter à vie. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Et puis, bon, après, il y a eu des complications, on me faisait des opérations, ainsi de suite. Mais
Ce qu'il faut retenir est que je suis handicapée par accident et erreur médicale. Et je suis obligée de rester handicapée toute ma vie. Donc, c'est un peu ça mon histoire. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, c'est difficile. Et à vous Oui. entendre, et je pense que ceux qui sont connectés aussi le ressentent, c'est quelque chose de douloureux. Mais vous avez fait le Oui. choix, vous avez fait le choix de partager votre histoire pour encourager les personnes, déjà de mon point de vue, qui sont handicapées, mais aussi celles qui ne le sont pas, à avoir un autre regard sur le handicap. Euh, Moi, j'aimerais vous poser une question parce que là, vous avez parlé de plusieurs choses. Vous avez indiqué déjà par rapport à la culture, les traditions, donc je suppose qu'on a essayé tout ce qui était traditionnel, ça n'a pas marché, et la science a eu ses Oui. limites. Et vous avez dit, vous êtes malheureusement handicapé à vie. Donc la question que je veux vous poser, c'est comment est-ce que, euh, en fait, quel conseil vous pouvez donner à ces personnes qui n'ont pas eu le miracle de la guérison? Elles sont handicapées, elles s'attendaient à retrouver l'usage de leurs membres, mais ça ne s'est pas fait. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes pour qu'elles continuent justement à croire en elles et à croire en la vie? Intérieurement que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous des êtres humains et que c'est pas parce que nous sommes handicapés que cela fait de nous des êtres surnaturels ou des sous-hommes. On n'a juste pas eu la chance d'avoir peut-être les mêmes membres, mais nous sommes tous au même pied d'égalité. Donc, ce que je peux dire, c'est de prendre notre différence comme une particularité et faire de cette différence une valeur. Aujourd'hui, moi, je considère mon handicap comme mon plus grand atout. Parce que à chaque fois que je raconte mon histoire à mon entourage, c'était comme si j'étais pas handicapée. Parce que je ne mettais pas le fait d'être handicapée en avant ou le fait d'être handicapée comme une malédiction ou comme un sort. Je me disais, bon, je suis juste un être humain. Si je peux faire tout ce que je veux tant que j'ai mes capacités, tant que j'ai le souffle de vie, ce qui est important. Donc, c'est ce que je peux leur dire. Intérieurement, il faut se dire que la différence, c'est une particularité, une valeur. D'accord. Quand vous avez parlé de mon meilleur atout. Comment est-ce que on peut utiliser son handicap comme un atout au quotidien? Comment est-ce que ça se vit au quotidien? Ça veut dire que la personne est handicapée, mais parce qu'elle a changé de perception sur son handicap, ça devient son atout. À quoi ça ressemble dans le quotidien d'un handicapé? Il n'y a pas de caractéristique standard pour dire qu'il faut transformer un tel type de handicap en une qualité. Comme j'ai eu à le dire au début, tout est une question de perception. Comment cette personne fait face aux critiques des autres? Comment cette personne euh, perçoit les critiques des autres? Est-ce qu'elle accepte de, de s'effondrer face à ces critiques ou elle accepte de continuer sa vie et atteindre ses objectifs? C'est ça, transformer son handicap en plus grand atout. Il faut, il faut pouvoir affronter, être fort et forger son mental et dire, bon, moi je suis handicapé. Aujourd'hui, je décide par exemple de me lever et de dire, bon, j'ai juste envie de sauter à la corde. Mais est-ce que mon handicap me permet de le faire? Peut-être les autres vont me dire, je suis handicapée, bon, je ne peux pas sauter à la corde, je ne peux pas faire de sport. Mais moi, je connais mon handicap, je sais comment je vais faire pour ne pas me faire mal ou pour pouvoir me sentir bien. Mais c'est ce que je veux faire intérieurement. Il faut foncer. Il Mhm. faut foncer et il faut être audacieux. Moi, je pense que c'est le plus gros secret. Il faut foncer et être audacieux. Il C'est faut ce que je peux dire. foncer et être audacieux. Il faut Audacieux, oui, foncer et être audacieux. Et vous avez parlé aussi de résilience ou du fait de croire oui. en dépit des circonstances. De manière pratique et en fonction des handicaps, je sais que ça varie, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important à mettre en place dans le quotidien de la personne pour pouvoir vivre avec son handicap de manière adéquate? Ça veut dire, est-ce que la personne qui est handicapée doit développer une routine différente de la personne qui ne l'est pas?
Si oui, comment? Une routine différente, une routine différente. Je réfléchis. Je dirais pas qui. Bon, au début, c'est ce que j'ai eu à lui dire. On peut pas donner de routine standard et dire si une personne qui est handicapée applique cette routine-là, elle sera plus épanouie que qu'une personne non handicapée. Chaque personne a sa réalité, chaque personne a sa situation, chaque personne a son histoire, chaque personne a son vécu. Donc, comment je vais dire, c'est quel terme que je peux employer? La personne même qui vit cette situation est mieux placée pour trouver une solution à son problème. C'est comme ça que moi, je perçois, parce qu'on ne peut pas donner une routine standard et dire, bon, si tu l'appliques, franchement, tu seras plus épanoui. Ça peut marcher avec une personne et ça peut ne pas marcher avec une tierce personne. D'accord. Donc, sur ce point, il n'y a pas de routine standard. Le plus important, c'est l'acceptation de soi. Ok. Parce qu'une fois qu'on a accepté notre handicap, une fois que nous avons accepté notre situation, je pense que le reste, ça vient facilement. C'est plus flexible, tout simplement, pour moi, en tout cas. D'accord. Mais là, et j'aime ce que vous dites, et je vais essayer de revenir dessus courtement, parce que ce que je crois D'accord? comprendre de ce que vous dites, c'est que la responsabilité est sur la personne elle-même qui vit l'handicap. C'est à elle de déterminer comment faire après avoir accepté son handicap pour pouvoir vivre de manière adéquate. Il y a une Oui. responsabilité sur la personne de croire en elle, d'être audacieuse, de ne pas baisser les bras et de ne pas abandonner. Maintenant, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'en est-il de la famille ou des amis de la personne handicapée? Comment est-ce que la famille, les amis, les personnes autour de cette personne handicapée peuvent l'aider à mieux vivre son handicap ou à le vivre de manière humaine, si je peux dire ça comme ça? La famille est le premier pilier dans le fait de mieux vivre son handicap. Parce que c'est l'amour et l'attention que cette famille va t'apporter pourra, pourra te permettre d'accepter la situation. Moi, par exemple, dans ma situation, quand j'étais toute petite, mon père, il ne me faisait pas savoir ou il ne me faisait pas passer pour un enfant handicapé. Par exemple, si tu veux faire des jeux, si tu dois sortir, si tu veux t'amuser avec tes amis, non, tu ne peux pas faire ça parce que tu es handicapé. Non. Il me traitait comme un enfant normal. Il me donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. C'est-à-dire, même quand je faisais des bêtises, il n'évoquait pas le fait que je sois handicapée pour me déstabiliser ou pour briser mon moral. Parce que la famille je peux dire que la famille est le premier regard que nous affronterons toute notre vie. Parce qu'on passe plus de temps avec la famille. Comment cette famille-là va te motiver pour pouvoir affronter le regard des autres dehors? Parce que si cette famille te chosifie, si cette famille te classifie, mais c'est sûr que tu n'auras pas le mental fort pour pouvoir affronter le regard des autres. Parce que c'est cette famille-là qui est censée t'apporter beaucoup d'amour. Donc, si cette famille te classifie comme un être surnaturel ou un sous-homme, c'est fort probable que tu ne puisses pas tenir. Moi, quand j'ai perdu mes parents, quand j'ai perdu mon père, non, j'ai perdu ma mère d'abord, et ensuite mon père, mais c'était difficile. C'était complètement difficile. Parce que c'est bien vrai que j'ai eu une famille qui m'a accueillie. C'est bien vrai que j'ai eu un papa, j'ai eu une maman, parce qu'après, je suis restée avec ma grand-mère, mais par l'intermédiaire de mon oncle qui s'occupait de moi à distance. C'est bien vrai que j'ai eu cette famille. Mais pour dire vrai, bon, ça, je n'en avais jamais parlé. Pour dire vrai, au fond de moi, vraiment, je me sentais pas vraiment épanouie. Parce qu'il arrivait des moments où je pleurais, quand je faisais des bêtises, on me rappelait tout le temps, mais toi, tu n'as pas pitié de toi avec ton handicap, c'est toi qui fais tel truc, tu vois. Vous voyez,
un peu comme ça me ramenait dans le passé. Je me disais tout le temps que comme mon papa il était là, comme ma maman il était là, ça se passait pas comme ça. En- il ne se s'apitoyait pas forcément sur mon handicap pour me gronder et tout. Il me grondait comme si j'étais comme si j'étais une personne non handicapée. Voilà, donc c'est un peu ça les difficultés auxquelles j'ai eu à faire face. Mais ce qui m'a plus motivée, ce qui a plus forgé mon mental, je me rappelais juste de comment mes parents me prenaient, comment ils me traitaient, l'amour qu'ils me donnaient. C'est cet amour-là qui m'a donné aujourd'hui la force, le courage de pouvoir affronter tout ce que je vis, tout simplement. Donc, la famille joue un rôle très important, très, très important. Vous avez parlé de la famille. Qu'en est-il des amis? Parce que l'une des choses que je considère, c'est que parfois, lorsque la famille est absente, bon, c'est vrai que je suis évêque, Dieu fait grâce, Dieu nous donne des amis, d'autres personnes qui viennent comme des renforts, comme des supports. Donc, euh, comment est-ce qu'on vit son amitié ou comment est-ce que les amis doivent se comporter? Parce que justement, parfois, en amitié, on aime blaguer, on aime taquiner, comment je vais dire ça? En fait, parfois, on aime faire ressortir des défauts en mettant l'accent sur certaines Oui. choses, mais toujours dans la blague. Donc, comment est-ce que l'amitié, et bon, vous l'avez vécu certainement, mais comment est-ce que les amis aident à la personne handicapée à mieux vivre son handicap? Déjà, il faudrait pas s'apitoyer sur son sort. Ça, c'est un élément très important. Parce que on s'apitoie sur son sort, lorsque nous sommes avec nos connaissances, nos amis, et que, par exemple, ces amis-là font des taquineries, des blagues et tout, on aura tendance à prendre ces blagues-là au premier degré. Raison pour laquelle j'entends souvent dire des gens euh, dire que les personnes en situation de handicap sont beaucoup agressives. Non, mais parce que ces personnes apprennent généralement toutes les blagues au premier degré ou bien ces taquineries-là au premier degré. Il faut juste pas s'apitoyer sur son sort. Généralement, quand moi je suis avec mes amis, il arrive des moments où ils oublient que je suis handicapée. Je me rappelle un jour, je parlais avec un ami comme ça, et au lycée, il y avait il y a l'éducation physique et sportive. Donc, comme ça, on parlait des notes. Il me disait, mais moi, quand j'étais au lycée, j'avais 17 de moyenne en éducation physique et sportive. Et il s'est tourné vers moi et il a dit, mais toi, je sais que toi, tu faisais bien le sport. Donc, j'ai souri et puis j'ai dit, j'étais dispensée, je ne pouvais pas faire de sport. Puis il fait, ah, désolé, j'ai oublié que... En fait, c'est comme ça. Parce que lorsque vous-même vous oubliez que vous êtes handicapé, c'est-à-dire vous ne parlez pas, vous ne mettez pas juste votre handicap en tant que pitié, vos amis, ils s'en fichent carrément. Ils s'en fichent carrément. Ils vous traitent comme une personne non handicapée. Ils vous traitent comme pour eux, vous êtes une personne normale. Donc, il ne faudrait pas s'apitoyer sur son sort pour commencer. Il ne faudrait pas prendre ces moqueries ou ces taquineries au premier degré. Donc, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Lorsqu'on est en situation de handicap, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après ce que vous dites, l'une des clés majeures, c'est de soi-même avoir un bon regard sur sa personne. Donc de ne pas s'apitoyer sur soi, d'avoir le bon regard sur soi. Autre chose que vous avez dit, c'est qu'en réalité, il faut faire preuve d'audace, de résilience, en parlant spécifiquement du regard. Lorsque la personne a le bon regard sur elle, comment faire pour vaincre, si je peux utiliser ce mot vaincre, le regard moqueur, le regard taquin des gens autour, des personnes qui parfois sont bien intentionnées mais font preuve de pitié, donc par leur regard nous rappellent qu'on est handicapé et qu'on est en griffe à leurs yeux des sous-hommes, ou les personnes méchantes qui, au lieu d'être compatissantes, démontrent leur méchanceté par leurs paroles ou par leurs actions. Donc comment vaincre le regard des autres sur soi? Déjà, j'aimerais signifier, il ne faudrait pas avoir peur des regards des autres. Le regard des autres ne doit pas être
une terreur pour une personne en situation de handicap, non. Parce que le regard des autres ou le regard, on en rencontrera tout, tout au long de notre vie. Et ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que dans le regard des autres, il n'y a pas forcément de méchanceté. Il ne faudrait pas voir seulement la méchanceté dans le regard des autres. C'est vrai qu'on ne peut pas identifier spécifiquement à l'œil nu ce que la personne veut dire intérieurement, mais il ne faudrait pas forcément voir la méchanceté dans le regard des autres. Il faudrait plutôt voir le côté positif. Peut-être que cette personne trouve que tu es extraordinaire. Peut-être que cette personne trouve que tu es une personne forte. Peut-être que cette personne trouve que tu es une personne magnifique. Et j'aime bien me prendre pour exemple. Voilà, parce que de toute façon, je suis une personne handicapée et mon quotidien, c'est ça. Et moi, avec mon handicap, malgré mon handicap, je porte des chaussures à talons. Et ça, c'est mon exemple favori. Voilà, parce que les gens m'encouragent pour ça et tout. J'aime porter les talons. Il y a des vêtements que j'aime bien être classe. J'aime être, si on peut dire, une griffe sapée. J'aime tout ce qui est classe. Mais lorsque je m'habille, je sors avec mes talons, je croise toutes sortes de regards. C'est pas possible. Lorsque je vais sortir de ma maison, jusqu'à ce que j'arrive à mon point de rendez-vous, au lieu où je vais me rendre, je vais croiser des regards. Dans ces regards, il n'y a pas forcément de la méchanceté. Hein. Les gens ne veulent pas dire, par exemple, non, mais peut-être que toi, tu n'as pas pitié de toi, donc tu portes des talons, et si maintenant tu tombes. Non! Il y a forcément un côté positif. Donc, il ne faudrait même pas avoir peur des regards des gens, parce que ce sont des choses, des, des situations que nous allons traverser toute notre vie. Et ça, il faudrait qu'on soit clair dessus. On ne peut pas effacer le regard des gens. On ne peut pas supprimer le regard des gens. Ils sont libres de regarder comme ils veulent. Mais comment est-ce que nous percevons ces regards? Il faut juste voir le côté positif. Parce que si nous voyons seulement le côté négatif, mais nous serons vraiment atteints mentalement et nous ne pourrons pas accepter notre situation en tant que personne en situation de handicap et nous ne pourrons pas être épanouis, ça c'est clair. Parce que tu es là, tu penses tout le temps, hey, je voulais porter mes talons, je suis partie quelque part là-bas, regarder bizarrement, je vais enlever mes chaussures, je vais regarder, je vais porter mes talons. Mais c'est pour ton plaisir. C'est pour ton propre plaisir que tu le fais. C'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour les autres que tu le fais. Tu te sens bien quand tu le fais. Oui, tu es conscient que tu es handicapé, mais tu sais comment tu fais pour ne pas détériorer ta santé. Ça, on est clair, nous sommes très clairs là-dessus. Donc voilà, il ne faudrait pas forcément voir la méchanceté dans le regard des autres. Il faut juste prendre le côté positif, pour moi. D'accord. Bon, à vous entendre, et c'est l'une des choses que j'apprécie, c'est que dans votre discours, il y a beaucoup de positivité, beaucoup d'accent mis sur la bonne attitude à avoir, le bon regard sur soi, le fait même de ne pas croire, de ne pas voir la méchanceté dans le regard des autres ou de ne pas penser d'abord que les gens nous regardent méchamment. Ça veut dire qu'en réalité, le regard que vous avez sur vous-même, c'est celui que vous imposez aux autres. Comment vous vous voyez, c'est comme ça que vous vous attendez à ce que les autres vous voient. Et ça, de mon point de vue, c'est majeur. J'allais vous poser une question, mais bon, je pense que dans votre façon d'y répondre, vous l'avez déjà dit. Est-ce que quelqu'un qui est en handicap doit attendre que la société lui fasse une place ou est-ce que la personne doit chercher à s'imposer? Déjà, ok. D'abord, il faudrait savoir qu'une personne handicap doit connaître ses droits. Ça, c'est très important. La personne handicapée en situation de handicap doit connaître ses droits. Ensuite, pouvoir s'imposer. Ensuite, pouvoir s'imposer. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que je ne sais plus. Il faut pouvoir connaître ses droits. Je vais reformuler la question pour vous aider. OK. Vous avez dit la personne en situation de handicap doit connaître ses droits. Ça, c'est majeur. Et par la suite, vous dites qu'elle doit s'imposer. OK. Je vais prendre un exemple. Dans le contexte du travail,
ok, très souvent, et vous l'avez énoncé lorsque vous parliez de vos parents en disant qu'ils ne vous ont pas traité comme ça, mais parfois les gens, parce qu'ils regardent à votre handicap, ont le sentiment que vous n'êtes pas capable d'assumer certaines responsabilités. Okay, que ce soit dans le contexte du travail ou dans le contexte de la vie de tous les jours. La question que je me pose, c'est est-ce que la personne handicapée doit attendre qu'on lui ouvre la porte figurativement, c'est-à-dire est-ce que la personne doit attendre qu'on lui donne des responsabilités, ou est-ce que par son attitude, elle doit chercher à réclamer ou à imposer le fait qu'elle est capable d'assumer certaines responsabilités? Je veux dire, la personne en situation de handicap doit connaître ses droits dans un premier temps. Parce que lorsque cette personne connaîtra ses droits, elle saura comment s'imposer à la société. Elle connaîtra les mesures à mettre en place pour pouvoir s'imposer à la société. Elle ne va pas toujours attendre. Et ça, pour son épanouissement, que ce soit à tous les niveaux, cette personne-là doit vraiment connaître ses droits afin de pouvoir s'imposer. Pour ma part. C'est vrai que ma réponse elle est brève, mais bon, c'est pas grave. Non, je n'ai pas grand chose à dire. C'est votre réponse, donc j'ai pas de problème. C'est votre réponse. Dans le contexte, parce que la vérité, je vais essayer de vous. En tout cas, mon point de vue est le suivant. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont encouragés par ce que vous dites. Donc, je vais prendre une pause. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce on peut donner des acclamations, des flammes pour encourager mon invité du jour? C'est un sujet délicat, c'est un sujet qui n'est pas facile. Avec l'équipe qui est autour de moi, c'était difficile pour nous, rien que de réfléchir à comment on va aborder le sujet, parce que c'est un sujet, de mon point de vue, qui est considéré comme tabou dans la société dans laquelle on vit. Mais vous arrivez, par votre attitude, à nous mettre à l'aise et à dire que c'est possible d'avoir le bon regard sur soi et de ne pas avoir honte d'en parler. Bon, la question que je veux vous poser est liée au complexe d'infériorité. Comment est-ce que quelqu'un qui a un handicap fait face à ce complexe d'infériorité, sachant que tous les êtres humains, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, font face à ce complexe-là. Mais très souvent, le complexe d'infériorité, par exemple, moi, dans mon cas, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, lié à mon front. J'aimais pas mon front, j'aimais pas mon sourire, etc., etc. Mais on finit par l'accepter et puis on se dit, bon, ok, je suis bien avec, ça me va bien, mon front fait mon charme, etc., etc. Mais pour une personne handicapée, comment est-ce qu'elle fait face au complexe d'infériorité? Spécifique. Il faudrait savoir qu'en Afrique, déjà, le handicap se fait sentir de plus en plus négativement, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire à cause de l'ignorance que nous avons sur le handicap, notre perception du handicap. Parce que quand on rentre dans le passé, quand on regarde nos parents avant, concernant les stéréotypes et les stigmatisations qu'ils avaient du handicap, on voit qu'il y a une ignorance. On voit qu'ils étaient ignorants sur le handicap. Ils considéraient les personnes en situation de handicap comme des génies, entre griffes, si je peux dire ça comme ça, en Afrique. Parce que dans mes recherches, je suis tombée sur une communauté africaine, je pense que c'était au Cameroun ou au Sénégal, je ne sais plus. Cette communauté-là, je pense qu'à l'époque, il y avait le VIH-Sida qui venait. Je crois qu'on a un bug. On disait. Oui, là, on vous entend. Donc, on disait à ces personnes qui étaient atteintes du VIH-Sida d'obtenir la guérison face à cette maladie. Il fallait qu'elle ait des rapports, excusez-moi du thème, avec des personnes vierges. Et si jamais elle avait des rapports avec ces personnes vierges, elles allaient retrouver la guérison. Donc, dans leur entendement, nous, les personnes en situation de handicap, nous sommes des génies, nous ne sommes pas des êtres humains. Du coup, il n'y aura pas d'homme pour nous regarder. Du coup, nous sommes plus, si je peux dire, nous sommes vierges.
Du coup, si eux, ils ont des relations sexuelles avec ces personnes en situation de handicap, On a beaucoup de bugs. la guérison. Donc, c'est... D'accord. Ok, là, on a beaucoup de bugs. Je sais, je crois que c'est le réseau, mais bon. Là, on vous entend et là, on vous voit mieux. Allez-y. On leur disait que s'ils avaient des relations avec des personnes vierges et tout, ils allaient trouver la guérison. Donc, pour eux, dans leur entendement, les personnes en situation de handicap ne connaissaient pas d'hommes. Donc, il arrivait des moments où ils violaient les personnes en situation de handicap. Ils maltraitaient les personnes en situation de handicap. Mais tout part de quoi? De l'ignorance sur le handicap. Ce que nous ne savons pas, c'est que le handicap, il peut être un handicap de naissance et il peut avoir un handicap au cours de la vie. Du jour au lendemain, l'on peut se retrouver handicapé. Yeah. C'est ce que eux, ils ne savaient. Moi, je me dis que tout part de la base. Tout part de la base, tout part des informations que nous avons reçues, ce qui crée aujourd'hui le complexe d'infériorité. Raison pour laquelle on classifie les personnes en situation de handicap de sous-hommes et puis les personnes non handicapées d'êtres humains, alors que ce n'est pas le cas. Je me dis que pas de le complexe d'infériorité vis-à-vis des personnes en situation de handicap, pas de la base des stéréotypes et des stigmatisations et de l'ignorance et des mauvaises informations. Donc, voilà. Donc, tout pas de la base. Merci beaucoup. Avant de permettre à nos internautes de poser certainement quelques questions, et pour vous qui êtes connectés, vous aurez l'opportunité dans quelques minutes de poser vos questions. Je sais que ce n'est pas un sujet simple, mais si vous avez une, deux questions, on est d'accord de les recevoir pour que je puisse les poser à mon invité du jour. J'aimerais vous demander comment faire, et là je veux que vous parliez aux personnes qui veulent aider les personnes handicapées, parce que vous êtes engagé dans un combat depuis plusieurs années maintenant, justement pour aider les personnes handicapées à s'assumer, à avoir le bon regard sur elles-mêmes et à continuer à vivre, à ne pas accepter leur handicap comme une fatalité ou comme une limite. Donc, quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes handicapées ou pas, qui voudraient aider des personnes handicapées? Aider les personnes handicapées, il ne faudrait pas d'abord voir le côté pitié et dire, voilà, une personne en situation de handicap a besoin forcément de ressources financières ou voir la personne en situation de handicap comme un mendiant. Et ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Nous pouvons mener plusieurs actions. Nous pouvons même créer, permettre des formations pour l'insertion des personnes en situation de handicap au côté professionnel parce que c'est très difficile. Il arrive des handicapés qui n'arrivent pas à être insérés professionnellement. Il arrive des personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas à avoir accès à l'éducation. Il arrive des personnes en situation de handicap qui arrêtent les études juste parce que d'autres se moquent, juste parce qu'il y a des regards méprisants, des taquineries. Donc, on peut aider les personnes en situation de handicap de plusieurs manières. Pas forcément un côté, pas forcément par ressources financières ou voir le handicapé comme un mendiant et dire, bon, ok, toi aujourd'hui, je passe, comme tu es handicapé, je peux te donner. Non, ça ne résout rien. Il faut plutôt penser à des actions durables. Il faut plutôt penser à des actions à long terme. D'accord. Et moi, je pense que c'est ce qui est primordial. Donc, pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap, il faut penser à des actions à long terme et des actions durables, pour moi. D'accord. De quel type d'action à long terme ou d'action durable parlez-vous? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, investir dans une école spécialisée. Parce que, comme j'avais dit au début, j'ai classifié les types de handicap. Par exemple, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, l'association dans laquelle je suis, nous luttons plus pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et quand on dit inclusion, c'est essayer de regrouper, de mettre tous les enfants au même niveau d'éducation et tout. D'accord. Mais quand on dit inclusion, il y a des handicaps qui ne peuvent pas être ensemble. Par exemple, des enfants qui sont atteints de handicap intellectuel. Nous pouvons créer des écoles spécialisées pour
enfants. Il y a des enfants qui malentendants, il y a des enfants sous-muets. Nous pouvons classifier, créer ces écoles spécialisées pour les insérer, pour qu'ils aient une éducation, pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement. Comme par exemple, il existe aussi des personnes en situation de handicap qui ne sont pas allées à l'école, mais qui développent des talents. Nous pouvons créer si je peux dire, des ateliers, des concours pour les récompenser, pour les encourager. Voilà. Mais il ne faudrait pas promouvoir la mendicité. Ça, je suis très catégorique là-dessus. D'accord. Merci beaucoup. Avant de vous donner le mot de fin pour ce soir, je veux d'abord m'assurer qu'il y ait... je veux d'abord prendre les questions des personnes qui sont avec nous. Donc, toutes les personnes, vous tous qui êtes connectés, déjà, encore une fois, est-ce qu'on peut encourager notre invité du jour par des acclamations, par des cœurs, par des j'aime? Et je veux savoir si certains d'entre vous ont une ou des questions liées à notre thème de ce jour, liées au sujet de ce jour, vivre avec ses handicaps. Après avoir écouté notre invité du jour, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Entre-temps, merci beaucoup encore une fois, Georgette, pour votre combat, pour le fait que vous ayez accepté de dépasser vos limitations, votre handicap à vous, pour être une réponse aux besoins d'autres personnes et pour faciliter le fait que d'autres puissent, comme vous, réussir à vivre malgré le handicap, vivre avec et faire de son handicap un atout. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que ce n'est pas un sujet simple, encore plus en Afrique, que c'est un sujet Oui. véritablement qui est considéré comme tabou. Et malheureusement, très peu de personnes acceptent de faire le pas vers pour avoir accès au savoir, avoir accès à la connaissance, pour ne plus avoir le mauvais regard ou la mauvaise perception sur ce sujet-là. Donc merci encore une fois d'avoir fait le choix de vivre pour plus que vous-même. On n'en a pas parlé, mais j'ai dans votre et je vais vous poser la question alors que j'attends que mes internautes réagissent, mais est-ce que la foi en Dieu a joué un rôle ou joue un rôle dans votre choix de ne pas vous laisser aller, dans votre choix de vous battre, dans le choix que vous avez fait de croire au meilleur en dépit du pire? Quelle est la place de la foi? Tout le temps. Comme je le dis tout le temps, et ça, je le dis tout le temps, parce que je suis une jeune fille orpheline. J'ai pas de papa, j'ai pas de maman. Donc, si aujourd'hui j'ai cette force, et si aujourd'hui j'ai ce caractère, et si aujourd'hui j'ai ce charisme, et si aujourd'hui j'ai ce dynamisme, je ne pense pas que cela vienne simplement de moi. Je me dis aussi que Dieu a sa partition euh, dans mon processus et dans mon processus d'acceptation de ma situation. Parce que je pouvais me laisser atteindre par plusieurs situations. Parce qu'après, lorsque j'ai perdu mes parents, j'ai été recueillie par mon oncle, sa femme, mais j'étais plus proche de ma grand-mère. Plus tard, j'ai perdu ma grand-mère. Je pouvais me laisser abattre par plusieurs situations. Mais je dis, et je le répète toujours que Dieu est mon pilier. Il m'a toujours soutenue. Et aujourd'hui, si j'ai cette force, je pense que c'est grâce à lui. Parce que moi seule, franchement, je suis juste un être humain, j'ai juste une chair. Et franchement, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, toute cette force, c'est grâce à Dieu, grâce au Tout-Puissant et tout. Et on peut dire que c'est parce que j'ai la foi que je tiens aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Je vois que nos internautes considèrent que j'ai posé les questions les meilleures. Donc, bien sûr, je veux néanmoins vous donner avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel vous voudriez qu'on reste? Quelque chose qui, de votre point de vue, devrait rester ancré dans nos pensées, un peu comme votre mot de fin. Si vous deviez résumer tout ce que vous avez dit ce soir, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que le handicap, déjà, ce n'est pas une fatalité.
Il ne faudrait pas voir le handicap comme une malédiction ou comme un sort. Il faudrait toujours être positif. Il faudrait les situations qu'une personne en situation de handicap traverse ou qu'une personne non handicapée traverse. Il ne faudrait pas se dire que c'est parce que je suis handicapée que je traverse cette situation. Non. Il faudrait toujours se mettre en tête que je suis un être humain, je suis un être humain, je suis un être humain. Ce qui m'arrive, c'est parce que je suis un être humain. Il ne faudrait pas mettre son handicap en avant comme une malédiction, et ça, je souligne. Il faudrait aussi se donner de la valeur, Yeah. apprécier chaque moment que nous vivons sur cette terre, rendre grâce à Dieu, lui dire merci, parce que il pouvait arriver que nous ne soyons pas handicapés. Il pouvait arriver que nous perdions la vie tout simplement. Mais si aujourd'hui je suis handicapée, il faudrait se dire que je suis là pour une mission. Il y a force choses à tirer et à en tirer de chaque situation que chaque être humain traverse sur cette terre. Et moi, aujourd'hui, j'ai créé ce blog, je raconte mon histoire, je fais rien d'extraordinaire. C'est juste que j'ai décidé de me lancer, j'ai décidé de foncer et d'aider d'autres personnes euh, qui sont complexées par leur handicap, de leur donner une force. Je ne sais pas si je peux raconter une petite expérience rapidement. Bien sûr, allez-y. Que, quand j'étais au lycée, parce que j'ai fait l'internat et tout, donc j'avais une amie qui se trouvait dans la même situation que moi. Elle était handicapée. Elle avait le même type de handicap, mais seulement que pour moi, elle est un peu plus, si je peux dire, grave qu'elle. Mais elle avait un parent qui était décédé. Elle avait la maman qui était décédée. Donc un jour, on était là comme ça et j'entendais des cris, je ne comprenais pas. Et il y a des gens qui partaient l'aider parce qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Elle disait que sa maman lui manquait, voilà, qu'elle se sent seule, elle est handicapée, que personne n'allait l'aider, tout et tout. Donc, mais les gens lui disaient, mais tu ne vois pas Nelly, elle est handicapée, mais tu vois qu'elle elle s'apitoie pas sur son sort. C'est-à-dire, on me prenait toujours pour exemple lorsqu'il y a une personne qui traversait une situation, une personne dans la même situation que moi. Et c'est comme ça que je me suis approchée d'elle et j'ai décidé de connaître son histoire. Et je lui ai dit, tu pleures parce que toi, tu n'as pas ta maman. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas vraiment l'amour des parents de mes parents comme je le veux. Mais j'ai pas mes parents, j'ai pas mon papa, j'ai pas ma maman. Ça ne veut pas dire que mon monde doit s'effondrer. Donc, pourquoi tu veux mettre fin à tes jours? Parce que ta maman te manque, tu vas aller la rejoindre. Mais si Dieu a permis que tu sois handicapé et que tu sois en vie, c'est pour une bonne cause. Et lorsque nous avons fini cette conversation, elle m'a toujours considérée comme un modèle. Aujourd'hui, nous sommes super amis. Quand elle rencontre des problèmes, elle m'appelle, je la soutiens, je lui parle. Quand elle est un peu abattue par rapport au regard des gens, elle m'en parle, on essaie d'en parler et tout. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait vraiment pas s'apitoyer sur son sort. Chaque personne a son histoire, chaque femme a son histoire. Chaque être humain est là pour une bonne raison sur cette terre. Lorsque ta mission sera finie, le bon Dieu aura décidé de ce qu'il voudra faire de toi. Mais il ne faudrait en aucun cas considérer son handicap comme une fatalité. Simplement. Merci beaucoup, beaucoup d'acclamations, beaucoup de likes, beaucoup de partages. Merci, 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 merci énormément pour le temps, mais surtout pour le partage d'expérience, pour votre... en fait, je considère que vos paroles ont été des bouffées d'air frais, pas juste pour les personnes handicapées, mais même pour les personnes qui ne sont pas handicapées, mais qui font face à des situations qui pour elles sont des fatalités. Et donc, tous mes encouragements pour le combat que vous avez commencé à mener, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide et que Dieu rajoute à votre équipe les personnes nécessaires pour atteindre les objectifs qu'il vous a fixés. Donc, Amen. on se revoit juste après la conversation. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour qu'on se parle quelques secondes. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. À nos internautes, merci, merci encore une fois pour vous qui avez fait le choix d'être là ce soir. Ce que je vous demande de faire, parce que la conversation est finie,
mais je crois qu'elle peut encore être une bénédiction pour les gens qui n'étaient pas là. Donc partageons, elle sera disponible sur YouTube. On va l'enlever de ma page, elle sera mise sur YouTube, à partir de YouTube, partagée. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière conversation de la saison 2. Le thème, je vous le donne à l'avance, c'est préparer sa mort, une autre façon de vivre. C'est vraiment, vraiment un sujet qui me tient à cœur, avec lequel j'ai voulu terminer pour cette dernière saison. Et nous allons avoir quelqu'un qui va nous aider justement, pas juste à vivre, mais à vivre d'une autre façon, en préparant le fait qu'un jour ou l'autre on va mourir et qu'on va laisser des gens derrière nous. Donc voilà, sur ce, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même page. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.